Dreyfus m'a appelé pour me demander de faire l'album de Christophe qui... Bienvenue sur Icônes et Silences. Ce soir, nous vous invitons à franchir le miroir des apparences pour découvrir l'histoire bouleversante d'un monument de la chanson française. Regardez bien cette image gravée dans notre mémoire collective. Nous sommes le 28 février 2009 sur la scène majestueuse des Victoires de la musique, sous les applaudissements à tout rompre d'une France entière retenant son souffle. Un homme s'avance, il est d'une fragilité poignante, le visage dissimulé derrière ses éternelles lunettes noires, mais sa présence est royale. Alain Bachung vient de remporter 3 trophées, un sacre absolu pour ce poète rock au charisme magnétique. Pourtant, lorsque les lumières s'éteindront et que la ferveur retombera, un silence glacial prendra le relais. Ce que la foule en délire ignore ce soir-là, c'est que derrière cette ultime révérence se cache une vérité déchirante. L'idole qui vient de chanter l'immortalité a déjà scellé son destin, non seulement face à la maladie qui l'emporte avec dignité, mais aussi sur le papier froid d'un testament qui bouleversera à jamais l'histoire de sa propre famille. Comment un homme adulé par tout un pays a-t-il pu porter en lui une telle solitude ? Pourquoi ce créateur de génie, symbole d'une liberté absolue, a-t-il fait le choix d'effacer une partie de son passé dans ses dernières volontés ? Pour comprendre cette énigme, il ne faut pas regarder l'artiste au sommet de sa gloire, mais l'enfant blessé, un petit garçon exilé dans la campagne alsacienne, cherchant désespérément l'ombre d'un père kabyle qu'il n'a jamais connu. Toute sa vie, Alain Bachung s'est senti comme un passager clandestin dans sa propre existence, un étranger sur sa propre terre. Il a porté le poids de cette filiation volée comme une croix, transformant cette douleur muette en des chefs-d'œuvre intemporels. Il a dû affronter un monde impitoyable, se heurtant à des producteurs avides et à un système qui, pendant plus de 10 ans, a tenté de briser sa véritable nature. Mais comment ce passager de l'ombre est-il parvenu à dompter la lumière pour devenir la voix la plus fascinante de notre époque, avant que le piège du succès ne se referme sur lui? C'est ce que nous allons découvrir en remontant aux origines de son incroyable vertige. Avant d'atteindre les sommets étourdissants de la gloire, le chemin fut atrocement long et pavé de désillusions pour cet artiste inclassable. Pendant plus d'une décennie, dans l'ombre cruelle des années 70, il a connu la faim, l'indifférence glaciale des studios d'enregistrement et les contrats précaires qui broyaient impitoyablement les jeunes talents. Il a dû prêter sa plume, ses accords et sa voix singulière à d'autres artistes de variété. Il acceptait avec amertume des compromis artistiques qui rongeaient son âme de rocker insoumis, simplement pour survivre dans un milieu parisien superficiel qui ne comprenait pas encore la profondeur de sa singularité. Mais la France du début des années 80, une nation en pleine mutation culturelle, se remettant des chocs économiques et cherchant désespérément une nouvelle identité musicale, avait un besoin vital d'une idole différente. Le pays cherchait un visage authentique, capable d'incarner à la fois la modernité désabusée de la jeunesse et la grande poésie urbaine. C'est alors que le miracle s'est produit, presque par accident, avec la sortie fulgurante du titre Gabi oh Gabi en 1980. Cette chanson aux allures d'ovni a déferlé sur toutes les ondes radiophoniques comme un raz-de-marée, s'écoulant à plus d'1 million d'exemplaires et bouleversant définitivement les codes établis de la chanson. Du jour au lendemain, à 33 ans, l'âge fatidique où beaucoup abandonnent leurs rêves, Alain Bachung a été brutalement propulsé sous les projecteurs aveuglants de la grande notoriété. Le public français a immédiatement et passionnément succombé à l'aura de ce dandy ténébreux, à cette voix grave et traînante qui chantait la mélancolie avec une ironie absolument mordante. Le triomphe populaire et critique s'est confirmé avec Vertige de l'amour, l'installant définitivement sur le trône très convoité du rock hexagonal. Il est rapidement devenu la figure incontournable de toute une génération, l'incarnation parfaite de l'élégance à la française, reliant l'esprit frondeur de la chanson à texte à l'énergie fulgurante du rock anglo-saxon. Son ascension vertigineuse a continué de plus belle dans les décennies suivantes, chaque sortie d'album devenant un événement national.
Avec le chef-d'œuvre Osée Joséphine, il a conquis de nouveaux horizons majestueux, mélangeant avec un brio inégalé les racines profondes de la musique country américaine au spleen parisien. Mais c'est avec l'inoubliable et crépusculaire fantaisie militaire qu'il a véritablement touché au divin. Cet album a été unanimement couronné par les critiques professionnels et les auditeurs comme l'œuvre majeure des 20 dernières années de la musique en France. Le titre La nuit je mens est devenu au fil du temps bien plus qu'une simple chanson, c'est un véritable hymne national, un monument de pudeur, de regret et de mystère que chaque citoyen français porte désormais intimement dans son cœur. Bashung est devenu le roi incontesté des victoires de la musique, accumulant les prestigieux trophées avec une humilité naturelle qui forçait le respect absolu de ses pairs et du grand public. Partout où il passait, les salles les plus mythiques affichaient complets et les foules immenses scandaient ses textes surréalistes avec une ferveur quasi religieuse. Il était considéré comme l'artiste parfait, la légende vivante que tout un pays chérissait inconditionnellement et voulait protéger. Pourtant, derrière ce sourire énigmatique et ces fameuses lunettes noires devenues son bouclier de cuir, l'air commençait à cruellement manquer dans les hautes sphères de la célébrité. L'adoration sincère du public était un baume merveilleux pour ces anciennes blessures d'enfants abandonnés, mais l'industrie musicale, elle, se montrait chaque jour plus vorace et exigeante. Les attentes écrasantes, les pressions incessantes des producteurs et la peur viscérale de devenir une simple machine à générer des revenus commençaient à l'étouffer. Alors que la France entière croyait contempler un homme pleinement comblé par le destin, Alain Bashung préparait secrètement, dans l'ombre de son propre génie, une rébellion spectaculaire. Comment cet écorché vif, arrivé au fait absolu de sa gloire et de son influence, a-t-il pu délibérément choisir de s'aborder son propre succès, plongeant volontairement dans les ténèbres créatives pour échapper à cette prison dorée qui menaçait de dévorer son âme? L'ivresse des sommets cache souvent des abîmes vertigineux et pour Alain Bashung, la rançon de cette gloire s'est rapidement transformée en un poison insidieux alors que le public adulait ce héros romantique. Les coulisses de son triomphe ressemblaient à un champ de bataille épuisant où son âme d'artiste était monnayée sans aucune pitié. Dès ses premiers pas incertains dans ce milieu féroce de la musique, il avait été ligoté par des contrats que l'on pourrait qualifier d'esclavagistes. Il fut privé de son autonomie financière et contraint par des directeurs artistiques implacables à chanter des mélodies futiles qu'il exécrait du plus profond de son être. Ces années sombres d'humiliation avaient laissé une cicatrice indélébile dans son esprit torturé, nourrissant une méfiance viscérale envers une industrie cynique qui ne voyait en lui qu'une simple machine à fabriquer des tubes lucratifs. La pression colossale exercée par ses producteurs pour qu'ils reproduisent éternellement la formule magique de ses succès devenait une camisole de force insupportable pour cet homme follement épris de liberté. Il étouffait littéralement sous le poids écrasant des tournées interminables, privé d'une existence normale, traqué de jour comme de nuit par une presse avide qui exigeait qu'il incarne perpétuellement ce personnage de dandy mystérieux et invincible. C'est dans ce climat de tension psychologique extrême, sentant avec effroi qu'il perdait le contrôle total de sa propre destinée, qu'il a commis ce que l'industrie a froidement appelé un véritable suicide commercial. En 1982, au fait absolu de sa popularité, Bashung a délibérément tourné le dos aux attentes rassurantes de son label pour s'allier au sulfureux génie Serge Gainsbourg. Ensemble, bravant les interdits, ils ont enfanté Plaies-Blessures, un album incroyablement sombre, torturé et expérimental, fuyant volontairement la facilité mélodique pour plonger tête la première dans les névroses les plus intimes de l'artiste. Les ventes se sont effondrées brutalement. Les médias déconcertés ont crié au désastre
et les dirigeants des grandes maisons de disques ont tremblé de rage face à cette trahison inacceptable de leur précieuse poule aux œufs d'or. Pour Alain Bashung, pourtant, ce n'était absolument pas un échec, mais un acte de survie vitale, un immense cri d'indépendance jeté sans ménagement à la face de ceux qui voulaient le réduire à un simple produit de consommation. Cependant, cette lutte acharnée pour préserver son intégrité morale a eu un coût humain dévastateur. La quête de la perfection sonore et l'exigence de se réinventer sans cesse ont fini par briser des liens inestimables, comme cette séparation douloureuse avec Boris Bergman, son parolier historique et ami de la première heure, cruellement sacrifié sur l'autel de l'évolution artistique. L'homme caché derrière les lunettes noires s'enfonçait lentement dans une solitude terrifiante, physiquement entouré par des centaines de milliers d'admirateurs anonymes, mais désespérément seul face à ses insondables démons intérieurs. L'industrie l'avait broyé, méticuleusement façonné, puis follement adulé, mais elle ne l'avait jamais protégé de sa propre mélancolie destructrice. Mais si les affres de la célébrité l'avaient profondément meurtri, la plus grande tragédie de son existence ne viendrait pas des studios d'enregistrement ni de la pression médiatique. Elle prendrait racine dans l'intimité la plus secrète de son foyer, tissant la toile complexe d'un scandale silencieux et d'une rupture familiale si radicale qu'elle allait éclater violemment au grand jour, révélant la face la plus sombre de l'icône juste après son ultime soupir. Le crépuscule d'une idole est souvent le théâtre des plus grandes tragédies, et pour Alain Bashung, l'acte final s'est joué dans une dualité déchirante entre l'héroïsme public et le drame intime. À l'automne 2007, le diagnostic tombe, implacable et cruel. Un cancer du poumon vient frapper cet homme qui a tant brûlé la vie par les deux bouts. Face à la maladie qui rongeait son souffle, la réaction de l'artiste fut d'une bravoure insensée. Au lieu de se retirer dans le silence réconfortant d'une convalescence, il a choisi de monter une dernière fois au front avec la tournée bouleversante de Le Pétrole. Ce que les spectateurs voyaient chaque soir, c'était un monstre sacré, un dandy amaigri mais sublime, irradiant la scène de sa présence magnétique. Mais ce que personne n'osait dire, c'est que l'homme s'effondrait d'épuisement en coulisses, livrant un combat titanesque contre la douleur physique pendant que la grande machine de l'industrie du spectacle continuait impitoyablement de tourner. Cependant, le véritable séisme, l'onde de choc qui allait ternir l'image si lisse du rocker romantique, ne résidait pas dans ce combat médical acharné, mais dans les ténèbres d'un bureau de notaire. Lorsque le rideau est définitivement tombé, la France en deuil a découvert avec effroi l'existence d'un testament implacable qui allait déchirer sa propre chair. Utilisant des dispositions légales complexes, l'homme qui avait passé sa vie à chercher ses racines avait décidé de léguer l'intégralité de son immense patrimoine artistique et financier à sa dernière épouse, Chloé Mons. Par cet acte d'une froideur juridique déconcertante, il privait totalement son fils aîné, Arthur, de tout droit de succession, lui refusant même le moindre souvenir matériel, la moindre guitare ou le moindre disque d'or. Ce scandale de l'héritage a fait la une de toute la presse, révélant au grand jour une fracture familiale d'une violence inouïe. Le public, stupéfait, a appris avec une immense tristesse que le fils tant aimé s'était senti comme un parfait étranger lors des obsèques de son propre père, rejeté par l'ombre écrasante d'un testament rédigé dans le plus grand des secrets. Pourquoi un génie si sensible, capable d'écrire les vers les plus tendres de la langue française, a-t-il pu orchestrer une telle rupture avec son propre sang juste avant de fermer les yeux? Comment cet homme consumé par la douleur a-t-il trouvé la force inouïe de se tenir debout une toute dernière fois face à des millions de téléspectateurs pour délivrer son ultime message alors qu'il savait la tempête familiale imminente? C'est dans ce climat de tension extrême et d'adieux imminents que se déroule la scène la plus poignante, la plus déchirante de l'histoire moderne de la télévision française, le 28 février 2009. La grande salle du Zénith de Paris retient son souffle dans un silence de cathédrale. Alain Bashung, rongé de l'intérieur par le mal mais porté par une grâce indescriptible, fait son ultime apparition aux victoires de la musique. Ce n'est pas un homme vaincu qui s'avance péniblement sous les poursuites.
lumineuse. C'est un empereur du rock qui vient réclamer sa couronne légitime une dernière fois en remportant 3 trophées suprêmes ce soir-là. Il brise le silence d'une manière absolument magistrale et inoubliable. Il n'a pas besoin de prononcer des discours haineux ou de brandir un poing vengeur contre ceux qui l'ont fait tant souffrir dans sa jeunesse. Son ultime vengeance, s'il l'exprime par sa simple et monumentale présence, c'est une gifle majestueuse adressée à ce premier producteur des années 70 qu'il avait traité comme un vulgaire pion sans avenir. C'est un triomphe cinglant contre ces directeurs artistiques aveugles des grands labels de l'époque qui lui imposaient des ritournelles commerciales et méprisaient sa poésie. Et c'est une victoire écrasante contre cette industrie carnassière qui, pendant si longtemps, avait cherché à étouffer sa véritable voix en recevant son prix des mains de ses pairs bouleversés. Il murmure d'une voix extrêmement fragile, rendue rugueuse par les traitements, mais chargée d'une émotion infinie. Il déclare simplement que le public lui a envoyé une joie immense, une chaleur vitale qui a illuminé ses ténèbres et réchauffé son cœur meurtri. Ce discours d'apparence très paisible, presque chuchoté, est en réalité son cri d'émancipation le plus assourdissant. Il a survécu au traumatisme de l'abandon de son enfance rurale, il a survécu aux décennies d'errance musicale parisienne et il choisit l'instant précis de son propre crépuscule pour figer sa légende dans le marbre. Le public se lève d'un seul bloc, pleure à chaudes larmes et applaudit à tout rompre, comprenant avec une tristesse infinie qu'il assiste à une magnifique messe d'adieu en se tenant si droit et si digne. Bashung regarde la mort en face avec l'élégance suprême d'un sphinx insoumis, et pendant que la France entière l'acclame à la télévision, le secret de son testament plane déjà comme une ombre tranchante sur son histoire personnelle. Par cet acte de bravoure publique et cette décision familiale si radicale d'écarter son fils aîné pour tout confier à sa dernière muse, il a repris le contrôle absolu de sa propre narration. Face à ce départ si magistralement orchestré, une question vertigineuse s'impose à nous, spectateurs fascinés et bouleversés. Comment la culture française allait-elle pouvoir survivre au silence assourdissant que cet immense poète s'apprêtait à laisser derrière lui? Une fois les lumières définitivement éteintes et on revient sur son incroyable destinée, l'histoire tragique et sublime d'Alain Bashung dépasse largement le cadre d'un simple destin brisé. Elle nous tend un miroir implacable sur la cruauté d'une industrie du divertissement qui dévore souvent ses propres enfants. Que se passerait-il si notre société choisissait de traiter ces idoles fulgurantes comme des êtres humains profondément vulnérables plutôt que comme de simples produits jetables? Sommes-nous véritablement prêts à écouter la détresse silencieuse de nos artistes avant que les projecteurs ne s'éteignent à tout jamais? Ce vertige intérieur, cette solitude abyssale que le rocker a porté comme une lourde croix, est le triste reflet de tant d'autres créateurs sacrifiés sur l'autel de la rentabilité. Nous pensons à ces poètes précoces, à ces étoiles de la chanson méticuleusement exploitées, brutalement incomprises, puis cruellement reléguées dans l'ombre de l'oubli dès que leur éclat commercial vacillait. Face à cette machine à broyer les âmes, il est de notre devoir collectif d'entendre ces voix étouffées. Nous devons apprendre à regarder au-delà des lunettes noires et des triomphes scéniques pour percevoir les failles intimes de ceux qui consument leur vie pour nous faire rêver. L'héritage déchiré d'Alain Bashung n'est pas seulement un testament juridique controversé, c'est surtout un appel bouleversant à la compassion universelle. C'est une invitation à aimer l'homme imparfait et faillible tout autant que l'icône immaculée. Alors que la nuit tombe sur notre récit, laissons résonner cette vérité intime qu'il semblait nous murmurer dans son dernier souffle sur scène. Je ne cherche pas votre pardon, ni à justifier mes silences les plus lourds. Je veux simplement que mon histoire soit racontée avec ma propre voix dans toute son obscure et magnifique complexité. Merci d'avoir partagé ce moment de vérité ce soir sur Icônes et Silences. Et n'oubliez jamais que derrière chaque légende adulée se cache un cœur d'enfant qui cherche éperdument sa place.